On va accélérer maintenant avec Monsieur Maurice Somo qui est avec nous, d'ailleurs qui est un psychosociologue. On parle justement de ce thème, sauter une classe, saut qualitatif ou alors un saut périlleux. Je commence déjà par dire, j'espère qu'il a écouté, bien écouté ce que Cathy a dit. Oui, j'ai écouté attentivement la chronique de Cathy et effectivement, elle est très édifiante. Cette chronique plante véritablement des corps. J'ai aimé la problématique telle qu'il la pose. Et je crois que ça va nous permettre, ça va nous guider davantage dans ce que nous avons à dire sur ce thème aujourd'hui. Mais avant cela, si tu permets, vous savez, chaque fois que nous discutons ici, après, ça se discute aussi dans les chaumières, après on reçoit des coups de fil, puis bon, j'ai une amie qui vit en France, qui est fidèle à notre programme et qui m'a interpellé pour me rappeler un des aspects que nous n'avions pas évoqué la dernière fois ou que nous n'avons pas assez, n'est-ce pas, sur lequel nous ne sommes pas revenus assez, puisque nous parlions de la surprise que les parents ont de voir leur enfant leur présenter leur premier copain, copine ou petit ami. Bon, effectivement, elle a estimé que nous n'avons pas dit assez que dans le contexte africain, la sexualité, le discours sur la sexualité est tabou dans les ménages, c'est tabou dans les familles. Et dès que ce discours est tabou, c'est ça qui fonde la surprise que les parents ont. Pourtant, s'il y avait un dialogue constant, permanent, très tôt, les parents avaient engagé un discours sur la sexualité avec leurs enfants, un discours sur les relations tout court. Et je crois qu'elle dit qu'elle pense que ce serait la solution idoine pour que les parents ne soient plus surpris quand cela arrive. J'ai beaucoup aimé cette contribution et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration et je lui dis merci beaucoup pour cela. Bon, maintenant, je suis à vous pour le thème d'aujourd'hui. Voilà, oui, c'est vrai que le sexe, c'est un sujet tabou dans les familles africaines. On n'a vraiment pas eu assez de temps pour pouvoir, si on pouvait développer un thème peut-être sur 2 semaines, peut-être on aurait pu, mais malheureusement. Bref, merci d'avoir ajouté ce que la téléspectatrice, elle a envoyé. Bon, on parle justement de ces enfants parfois. Le problème c'est proposé par les parents de sauter les classes. Parfois, dans le milieu, la solution du passage anticipé quand même fait un débat aussi. Effectivement, comme il ressort de la chronique de Cathy tout à l'heure, la question de sauter une classe, a fini d'être un débat qui devrait avant tout être pédagogique. C'est-à-dire que c'est un débat qui aurait dû être initié par les enseignants, initié par l'administration de l'établissement, qui au regard des résultats d'un enfant en une année donnée, c'est-à-dire que ces enseignants peuvent estimer qu'à partir d'un certain nombre d'éléments objectifs, pédagogiques, qu'un enfant peut se passer du substrat cognitif d'un niveau, d'une classe donnée. Je dis quoi? Un enfant qui est par exemple en 6e, n'est-ce pas, peut aller en classe de 4e si le corps enseignant, de plein accord avec les parents, se sont assis et ont remarqué et observé que sur le plan de la structuration intellectuelle de l'enfant, la classe de 5e pourrait, je dis bien pourrait, je mets ça entre guillemets, pourrait être un moment d'ennui, parce que c'est ça le terme consacré, un moment d'ennui pour un enfant. Vous allez constater par exemple sur des enfants dits à quotient intellectuel très développé, lorsqu'il arrive dans une salle de classe, lorsqu'il est en classe, vous lui donnez un devoir sur 1 heure de temps, vous constatez qu'en 10 minutes, il a fini avec son devoir et il s'ennuie.
il s'ennuie et il ne peut plus. Ça veut dire clairement qu'en réalité, il est très, très, très largement au-dessus, n'est-ce pas, des éléments d'évaluation ou, si vous voulez, de l'ensemble des connaissances qui sont dues ou qui sont réservées à cette classe. Et maintenant, qui prend donc le plus souvent l'initiative de faire une demande de passage anticipé pour un enfant? Les enseignants ou les parents? Bien, c'est très important. C'est les enseignants qui devraient être les premiers. Bon, c'est les enseignants qui devraient être les premiers sur la base des observations que ces enseignants ont faites sur l'apprenant. D'accord. Bon, voilà, je vais vous donner un exemple. Il y a de cela quelques années, un enfant avait obtenu un bac C à 13 ans. Wow. Il avait eu un bac C à 13 ans dans un établissement à la ville du Douala. Bon, il a fait le concours d'entrée à ce qui est devenu l'École nationale supérieure polytechnique de Douala aujourd'hui, qui s'appelait à l'époque la faculté de génie industriel. C'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. 13 ans. Alors, j'ai quand même pris la peine. Ce qui pourrait être un phénomène, pour moi, c'est déjà un phénomène qu'un enfant ait eu son bac à 13 ans, qu'il présente un concours de plus de 5000 candidats, on en prend 250, il est parmi. Donc, j'ai dit, je vais quand même observer ce phénomène in situ, c'est-à-dire à l'école. Alors, tout le temps, je faisais un tour dans leur classe pour voir comment il était assis, comment il se comportait, quelles sont ses attitudes, et ainsi de suite. Alors, ce qui va vous surprendre, c'est que souvent, lorsque j'arrive aux alentours de sa salle de classe, je le trouve dehors. Souvent, je le trouve dehors. 2 ou 3 fois, je l'ai trouvé dehors. Il était en train de jouer les plastiques qu'on jette qui volent partout là. C'est-à-dire, il en fait, pour lui, c'était comme un ballon. Il tapait partout autour de la classe et machin. Et pendant ce temps, j'ai fait un tour en classe pour me rendre compte que les autres étaient effectivement en plein cours. Les autres étaient en plein cours. Alors, j'ai approché l'enseignant. Je lui ai posé la question et il m'a dit effectivement, régulièrement, sur 2 heures de cours, lui, il en a pour 30 minutes ou 40 minutes. Le reste du temps, il le passe dehors, il joue. Et quand il rentre, même quand il rentre, il est en salle, on a l'impression qu'il ne fait même pas attention à ce qui est en train de se faire, de se dire. Il s'ennuie. Voilà. Donc, j'ai eu à rencontrer les parents et tout, et j'ai essayé de comprendre le phénomène. Je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est un enfant qui n'avait même pas besoin de passer par la case première année. C'est-à-dire que c'est un enfant que vous mettez directement en 2e année. Il a déjà des prédispositions cognitives pour assimiler au premier regard ce que vous lui proposez comme substrat. Voilà donc en réalité des cas pratiques qui montrent qu'à un moment donné, un enfant peut être sur le plan, grâce à son quotient intellectuel, grâce à sa structuration mentale et intellectuelle, il peut être capable d'aller au-delà d'une classe. Vous voyez, l'éducation est conçue pour que, pour chaque niveau, il y ait un ensemble de connaissances que l'enfant devrait consommer de façon à pouvoir aller en classe supérieure. Bon, et cela passe, n'est-ce pas, au plan pédagogique, par des enseignements, c'est-à-dire on explique des leçons et il intègre. Mais il y en a qui ont un quotient si important que sans avoir besoin d'aller aussi longtemps, il a déjà, dès les premiers mots de l'enseignant, il a déjà eu la quintessence. J'appelle ça le substrat, je reviens sur ce terme substrat, c'est-à-dire le contenu d'un enseignement. Il l'a déjà maîtrisé sans que l'enseignant ait besoin de faire beaucoup d'efforts. Wow. Voilà. Wow. Alors, quand on est face à un enfant comme celui-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Du coup, si on le garde dans la même classe que les autres, cela peut être un problème. L'enfant devrait se retrouver dans une salle de classe
où il y a nécessité pour lui de faire le même effort de compréhension et le même rendu que ses camarades apprenants. S'il est au-delà de cela, il y a un problème, il s'ennuie. S'il est en deçà, il sombre. Voilà, donc il y a donc pour chaque enfant un niveau de classe qui correspond également à ce qu'il connaît déjà et à sa structure mentale et intellectuelle. Quels sont donc les signes qui peuvent mettre les parents sur la piste d'une précocité intellectuelle? Bon, la précocité intellectuelle est d'abord indiquée par les résultats que l'enfant obtient à l'école. C'est d'abord les résultats. C'est-à-dire que vous avez un enfant en classe de 6e qui vous ramène 18, 19 de moyenne. Je crois qu'en ce moment, logiquement, on devrait commencer à se poser la question de savoir s'il est à sa place. Il est largement au-dessus du niveau parce qu'en fait, la moyenne d'un enfant peut se situer à 10 et 12 de moyenne. C'est un enfant qui peut être jugé bon, médiocre, moyen, très fort. Et au-delà de 16 de moyenne, 17 de moyenne, ça veut dire que c'est un enfant qui est déjà largement au-dessus de la classe. Et maintenant, lorsque vous allez... C'est des indices. Vous avez déjà des indices. Oui. C'est-à-dire qu'à la maison, les parents, un enfant vous ramène ce bulletin, il y a des indices. Cette alerte doit être également perceptible par les enseignants. Non, mais c'est sur toutes les matières qu'il va aller au-delà. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est pourquoi l'analyse du résultat d'un enfant, par exemple son bulletin, c'est pas une chose facile. C'est-à-dire que l'enfant vous ramène un bulletin, vous regardez, il a 12, il a 15, 16 de moyenne, et vous regardez, vous voyez, il est classé parmi les 5 premiers, vous dites, c'est bien, vous êtes content. Il est souvent important d'aller à l'intérieur et essayer de voir, essayer de ressortir ce qui peut être les matières fondamentales. C'est vrai que les matières sont accompagnées de coefficients pour permettre que 15 de moyenne soit influencé par certaines matières essentielles. Mais c'est bien en tant que parent ou enseignant pour qui l'attention attirée par ce genre d'enfant, de regarder si ce qu'on pourrait appeler des matières essentielles, les disciplines essentielles, sont celles pour lesquelles il a vraiment de bonnes notes. C'est-à-dire que vous ne pouvez par exemple pas un enfant qui a 16 de moyenne parce qu'il a 20 sur 20 en travail manuel, il a 20 sur 20 en éducation, sans manquer de respect à ces disciplines qui font partie de la formation. C'est les matières qui complètent, c'est pour compléter. Non, c'est vous qui pensez que c'est pour accompagner, mais ceux qui s'asseyent pour définir les programmes savent quel est l'impact de ces matières ou de ces disciplines dans, n'est-ce pas, la structuration, dans la formation de l'apprenant. Donc c'est très bien de regarder. Donc pour répondre définitivement à votre question, les parents sont alertés par les bulletins, premièrement. Les parents peuvent aussi être alertés par l'attitude de l'enfant. C'est-à-dire que vous avez un enfant qui travaille bien à l'école. Il faut regarder Chama. Un enfant qui travaille bien à l'école, mais qui en réalité ne veut parfois même pas aller à l'école du tout. Aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est-à-dire qu'il s'arrange parfois à être en retard, ou vous constatez simplement qu'il ne veut même pas du tout aller à l'école. Voilà. Et on vous signale à l'école qu'il se prend de temps en temps des punitions pour éviter d'être dans la salle de classe. Mais le contraste, lui, va se faire entre ces attitudes qui ne sont pas bonnes d'un enfant appliqué et les résultats que l'enfant obtient. Et lorsque vous mettez les deux ensemble, vous allez peut-être constater que c'est un enfant qui n'est pas à sa place. Il s'ennuie là, au point où il a envie de quitter. Et là, vous pouvez donc vous asseoir avec les enseignants pour essayer d'entreprendre l'hypothèse de faire qu'il saute une classe. Mais il y a des enfants aussi qui veulent quitter, mais ils ne veulent pas aller, pas parce qu'ils sont pas, le quotient intellectuel est élevé. Non. Forcément, si tous les enfants, c'est pas tous les enfants qui ne veulent pas aller à l'école qui sont forcément des génies. À contraire, vous allez avoir des enfants qui ne veulent pas aller à l'école et cela va se répercuter sur les résultats qui ne sont pas bons. Tout. Et du coup, vous retenez que votre enfant il est paresseux, il ne veut pas aller à l'école, il faut plutôt le punir. J'ai une question à trois volets, M. Somon. Oui. Premièrement, qu'est-ce que l'intelligence? Deuxièmement, est-ce que l'intelligence est héréditaire? Et aussi une autre question, est-ce que l'intelligence dépend du niveau socio-culturel? Bien, la question, elle est très intéressante. Parce que simplement, lorsque un enfant vous ramène un résultat,
il faut bien lire ce résultat et voir les éléments qui influencent ce résultat. Alors, vous convenez avec moi que là, dernièrement, j'ai discuté avec mon fils et je crois que j'ai déjà pris cet exemple ici. On parlait du tableau périodique. Le tableau périodique. En fait, le tableau de distribution périodique, c'est une discipline qui s'enseigne à partir de la classe de seconde. Voilà. Notamment les élèves de seconde C, par là. C'est eux qui découvrent le tableau périodique. Mais pourtant, nous regardions à la télé un enfant, un jeune Français, qui vous récite tous les éléments du tableau périodique alors qu'il est à peine au CM2. Wow. Comment cela est-il possible? Ça veut dire que l'environnement socio-culturel dans lequel il se trouve le prédispose à avoir cela en face. Il ne les a pas créés, il les a lus. Il a un ordinateur, il peut rentrer dans l'ordinateur, s'il est intéressé par ce genre, par les sciences, effectivement, il va trouver ces choses dans les sciences et du coup, il va s'en approprier et il peut déjà en parler. Contrairement à un autre ici chez nous qui devra attendre la classe de seconde pour la première fois pour qu'il entende parler de cette chose-là. Donc, l'intelligence est influencée par l'environnement dans lequel on se trouve, les éléments qui favorisent cela. Il y a cela. Bien sûr, également, il y a le bagage héréditaire. Le bagage héréditaire. On s'amuse souvent à dire qu'un chat ne peut pas accoucher un mouton. Voilà. Donc, on a l'impression, et là, ça peut être démontré que certaines familles vous font des mathématiciens, ils sont mathématiciens, ils sont mathématiciens. Certains vous font de très bons littéraires, ils sont tous des bons littéraires. On a l'impression que ça se transmet de père en fils. Ça, c'est une possibilité, n'est-ce pas? Maintenant, il y a le troisième, le quotient intellectuel, si vous voulez. Le quotient intellectuel détermine, n'est-ce pas, la prédisposition naturelle d'un enfant à être plus intelligent qu'un autre. Bon, il y a une échelle qui est établie pour le faire. Et là, nous le faisons à travers un certain nombre de tests. On peut passer un test pour dire, OK, dans une échelle de 10 à 20, cet enfant peut se situer à 12. Donc, il est moyennement intelligent, il n'est pas intelligent du tout, c'est un idiot, Au-delà de ça, le dernier élément qui va être le sens de l'effort. Le sens de l'effort, c'est-à-dire que certains enfants vont être très apprenants. C'est-à-dire que dès qu'on lui a donné sa leçon à l'école, il sait que dans le premier moment, il ne va pas saisir. Mais il a énormément de volonté à revenir à la maison, à passer toute la nuit s'il le faut pour essayer de retenir sa leçon, d'apprendre, de comprendre. Voilà, ça, donc voilà un ensemble d'éléments, n'est-ce pas, qui contribuent à essayer, à évaluer un apprenant. Wow. Now, I just want to find out now what will happen to a child. Let's say, for example, maybe the child dropped out from school at Form 1. Yes. Form 1. Then later on, like she stays at home like 2 years, after, maybe because of financial difficulties. Yes. And when coming back to restart school back, and she had to, again. Jump from 2, Form 3, going straight to Form 5. What can really happen to her? So, in terms of oui, si je comprends bien votre question, il s'agit ici d'une interruption de la scolarité pour un apprenant et puis de la reprise qui viendra. Logiquement, lorsque l'enfant a interrompu, lorsqu'il a interrompu, il va de soi que le niveau de connaissance qu'il avait va s'arrêter là. C'est-à-dire que pendant le temps où il n'est pas là forcément, le niveau des autres, lui, il va augmenter. S'il doit reprendre l'école, il ne peut reprendre que là où il a laissé. Cela, c'est une évidence. C'est-à-dire que la question ne se pose même pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un enfant, par exemple, qui interrompt les classes au CM1, et puis plus tard, 2-3 ans après, il recommence en 6e. Entre-temps, il y a des connaissances, parce que chaque classe a un ensemble d'éléments qui constituent la connaissance là-dedans. Alors, lorsqu'il passe par cette classe, il a le temps de s'approprier cet ensemble de connaissances. S'il ne s'en est pas approprié, logiquement, il ne peut pas. Par exemple, lorsqu'il arrive en classe de 6e et qu'on va lui parler la notion d'ensemble en général,
il sera effectivement coincé parce qu'il y a certains éléments qui le prédisposent. C'est une chaîne, hein, de la CIL au CM2 par exemple, c'est une chaîne de connaissances par niveau. C'est-à-dire, d'un niveau à un autre, on prépare. Il y a comme une préparation des fondamentaux. Ce qu'on va apprendre au cours moyen 2, on commence déjà à les fondamentaux au cours élémentaire 1, au cours moyen 1, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, lorsqu'à un moment donné, cette chaîne est rompue, vous ne pouvez pas prendre le maillon de la chaîne plus loin. Seuls les enfants qui sont donc des enfants surdoués, comme ceux qui ont une certaine précocité, on a la précocité, qui ont un quotient intellectuel assez élevé, qui ont la capacité d'analyser des choses sans avoir eu des prédispositions préalables, sans avoir assimilé les fondamentaux. Parce que c'est là où ça se passe. Les fondamentaux, c'est les choses qu'on fait avant pour comprendre une chose. Maintenant, l'enfant qui est sur deux, lui n'a pas besoin de ces fondamentaux. Il comprend directement la chose. Vous voyez? Ou alors, avant que vous ne commenciez les fondamentaux, lui, il comprend déjà où vous voulez arriver. Vous comprenez? Donc, ça, c'est des enfants dont on dit précoces ou des enfants à quotient intellectuel extrêmement élevé. Voilà, maintenant... Monsieur Somo. Ah non, une seule personne à la fois. Oui, d'accord. Parce que quand le débat devient intéressant... Tout à l'heure, vous parlez de quotient intellectuel. À quel niveau est-ce qu'on peut dire que... À quel niveau de quotient intellectuel on peut dire qu'un enfant est surdoué? Vous avez commencé à parler de ça tout à l'heure, mais vous n'avez pas. Bon, à quel niveau vraiment? Le quotient intellectuel, pour déterminer, c'est un élément de mesure. Si vous voulez, un test de QI, c'est un élément de mesure qui permet de dire sur une échelle donnée quel est le niveau d'intelligence de l'enfant. Donc la capacité, l'intelligence d'un enfant, c'est la capacité à résoudre un problème. Voilà. Il y en a qui le résolvent plus vite. Il y en a qui le résolvent moins vite, il y en a qui ne le résolveront jamais. Il y en a à qui il a à peine posé, il a déjà résolu. Est-ce qu'on peut détecter ce quotient quand l'enfant est dans le ventre de l'enfant, lors des échographies? Que si on savait, on devait avorter l'enfant lorsqu'on a vu avant. Non, c'est des épreuves. Hein. Oui, le quotient intellectuel, c'est une épreuve. C'est un ensemble d'épreuves, ce qu'on appelle des tests, qui sont d'ordre psychotechnique. Hein? Il y a des opérateurs psychotechniques qui sont spécialisés pour ce genre de test. C'est-à-dire, il prend un test et ce test a un certain nombre de questions, si vous voulez, avec des niveaux de difficulté donnés et dont on attend. Ça peut être sous forme de QCM, répondre par oui, non, bien, très bien, ainsi de suite. Alors, lorsqu'on passe cet exercice à l'enfant, en fonction de son âge, naturellement, en fonction de l'étalonnage, c'est-à-dire de ce qu'on croit qu'un enfant moyen devrait, on peut dire par exemple que sur 10 valeurs, l'enfant qui en a 5 est un enfant d'intelligence moyenne. L'autre qui en a eu 7 ou 8 est très intelligent. L'autre qui en a plutôt pris 3 ou 4 est médiocre. Celui qui a 0 est un enfant nul. Et celui qui a 10 sur 10 est un surdoué. Cathy, your question? No, I don't have a question, but I have this worry. I used to feel like maybe the evolution of the internet or technology is actually playing a bigger role in some of these kids, because when you look at a child now, even a child of 3 years old, that child knows things that maybe you at your age you don't even know. That's true. They ask you some certain questions like you're kind of, baffled, like where is this child coming from? So at one point in time, I feel like maybe since internet technology has evolved, it has, whitened the mindset of children or students or pupils a lot, right? Oui, c'est vrai, c'est absolument vrai. Vous savez, c'est ce qu'on appelle l'environnement socio-culturel dans lequel on se retrouve. Vraiment, Internet, on peut dire tout ce qu'on veut. Cela a apporté énormément d'appui à tout ce qui est de la connaissance. Ce n'est pas seulement au niveau des enfants, même à nous les grandes personnes. La différence qui se fera entre vous et moi, ce sera peut-être par le nombre de temps que nous passons à essayer d'aller vers Internet et explorer et connaître un certain nombre de choses. Parce que lorsqu'on est coincé par quelque chose, par une définition, lorsqu'on est coincé par un calcul, lorsqu'on a une certaine incompréhension sur un sujet donné, on va sur Internet, nous allons forcément trouver que ce problème, lui, il a déjà été débattu, les gens ont anticipé, et voilà.
Et ça va se passer chez les grandes personnes, ça va se passer également chez les plus petits. Alors la possibilité pour un plus jeune d'accéder, de savoir utiliser Internet, à mon escient, parce que c'est véritablement là où le problème se pose. C'est quelle utilisation on en fait. Il y en a qui vont le faire à mauvais escient, c'est-à-dire que ceux qui vont l'utiliser pour autre chose, mais ceux qui veulent l'utiliser pour apprendre, pour asseoir la connaissance. Et c'est là où les parents vont jouer un rôle important, c'est apprendre aux enfants à utiliser à bon escient Internet, ce que Internet propose, en leur disant, voilà, c'est tel site qui est bon à visiter, c'est tel autre qui est bon à visiter. Et plutôt on commence chez l'enfant, à l'orienter vers certains sites, à lui donner, à pousser un certain intérêt à lire certains sites, plus il va s'aguicher et plus il va se cultiver. Et plus il sera, n'est-ce pas, dans une société donnée, il sera au-dessus. Les enfants qui sont les grands de demain, aujourd'hui, dans une salle de classe, ce n'est pas ceux qui s'arrêtent à te donner 10, 12 de moyenne dans une salle de classe. Au-delà de ce que l'école leur donne, c'est ceux qui sont capables d'analyser certaines situations de la vie, de les comprendre parce qu'ils ont fait de la lecture, hein, parce que quelque part ils sont allés sur Internet, parce qu'ils sont allés dans des conférences, ils ont entendu des gens discuter, ils ont retenu des choses. Voilà, c'est eux qui vont constituer la crème de la société. Les autres vont rester dans le tas. Il y en a qui vont rester dans le tas. Même s'ils sont forts, ils vont rester dans le tas. Et ceux qui ne feront rien de tout cela vont à la traîne. C'est ce qu'ils vont suivre. Et à un moment donné, ils vont lâcher le wagon et puis voilà, c'est terminé. Les capacités cognitives, tout à l'heure vous avez en parlé, ne sont pas aussi tout. Mais sur le plan psycho-affectif, sur quelle base peut-on déterminer qu'un enfant est mûr ou pas pour passer en classe supérieure? Super parce que de nos jours, c'est pourquoi votre thème est intitulé quelque part « Saut périlleux ». Un saut périlleux. C'est-à-dire un saut dangereux. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les chaumières en fait? C'est que beaucoup de parents sont heureux, et ça c'est beaucoup plus les mamans, dans les commentaires avec leurs copines. Tu sais, mon fils, il a 12 ans. Il a 12 ans, mais à faire des 12 ans là, je voulais te dire qu'il est déjà en première. Hein. Et je crois que l'année prochaine, à 13 ans, il aura son baccalauréat. Ça, c'est entre Le nous les sang femmes. sur la veine. Oui. C'est-à-dire que ça c'est Et du coup, elle estime qu'elle a un ascendant psychologique sur sa voisine, voilà. Il voudrait qu'on en parle. Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer, et vous allez le constater aujourd'hui dans des écoles, ici chez nous, dans les lycées. Il est au lycée en classe de 6e. Vous le trouvez dans un collège en classe de 4e l'année prochaine. 2 ans après, vous le trouvez en seconde dans un autre collège. Mais en réalité, vous ne savez pas si entre-temps, il a eu le temps d'asseoir tous les niveaux dont il est question. Mais en tout cas, on sait que l'enfant du voisin est intelligent, il va très vite. Nous allons tout faire pour que, comme lui est en 3e, il faut que le nôtre à cet âge soit aussi là-bas. Voilà. Donc, voilà le vrai problème qui est à l'origine de ce que nous appelons ici le saut périlleux. C'est-à-dire le fait d'imposer à un enfant de passer une classe alors qu'il n'a pas les outils nécessaires pour sauter la classe. C'est-à-dire qu'au lieu d'un cheminement continu, il fait le saut. Ce saut devient périlleux. Donc c'est dans une forme de snobisme que les parents ont dans le quartier. Eh bien, ils vont essayer de faire sauter les classes à leurs enfants. Maintenant, sur le plan affectif, puisque tu l'as dit. Psycho-affectif, oui. Sur le plan psycho-affectif, oui. Sur quelle base, justement, peut-on déterminer qu'un enfant est mûr ou pas pour passer en le plan, il y a ce qu'on appelle l'âge chronologique chez un enfant. L'âge chronologique, on dit il a 12 ans. C'est l'âge chronologique. Il y a ce qu'on appelle l'âge mental. L'âge mental, ça peut être l'ensemble d'attitudes qu'un enfant fait, l'ensemble d'attitudes qu'un enfant a et qui font de lui qu'on pense que ça, c'est comme ça qu'un enfant de 12 ans devrait agir.
Mais il y a également l'âge intellectuel. C'est-à-dire l'âge intellectuel, c'est la capacité pour un enfant de résoudre un problème tel qu'on puisse le classer et lui dire cet enfant-là intellectuellement, il doit être au cours moyenne 2, il doit être en 6e, ainsi de suite. Alors, sur le plan psycho-affectif que tu as évoqué, l'ensemble de ces éléments doivent être mis ensemble pour déterminer exactement le niveau où l'enfant devait suivre. Ce n'est pas parce que l'enfant a 12 ans qu'il doit forcément être au CM2. Ce n'est pas parce que l'enfant résout un certain nombre de problèmes ou qu'il ne les résout pas qu'il ne peut pas faire telle autre classe. Le processus est complexe. Et c'est un spécialiste qui assoit tous ces éléments pour déterminer le niveau de classe. Dans notre société, tout est classique. Justement, on a adossé tout à l'âge chronologique. On sait par exemple que en dehors des mamans aujourd'hui, dès que l'enfant a déjà, à peine l'enfant, on a enlevé l'enfant du sein, on l'a déjà envoyé à la maternelle. À la maternelle. Et tu vois la maman qui sort le matin, elle va où? Tu vois un petit bout de chou là, un petit machin, qui on tire. On veut faire comme les autres, parce que tous les autres parents sont sortis pour aller accompagner les enfants à l'école. Elle aussi, elle prend même sur la route, elle s'en va aussi parce qu'elle dit l'enfant est en train d'aller à l'école. Bon, voilà la société, notre société, la société dans laquelle nous sommes, qui fait qu'aujourd'hui, objectivement, n'est-ce pas, l'enfant rompt, n'est-ce pas, la relation affective qu'il a avec la maman. C'est-à-dire qu'au lieu d'être totalement investi dans l'affection avec les parents, cet investissement va plutôt chez l'enseignant ou là-bas avec les autres camarades. Et puis vous vous rendez compte que l'enfant, plus tard, n'est pas celui que vous attendez sur le plan, il n'est plus vraiment votre enfant, vous semblez ne même plus le reconnaître du tout parce que en réalité dans la période où l'affection devrait se faire, elle ne s'est pas faite, vous l'avez orienté, vous lui avez démontré que c'est ailleurs qu'on peut mieux s'occuper de lui. On revient tout à l'heure pour... C'était intéressant ce que tu dis. Ben, on va un enfant doit commencer l'école au Cameroun, normalement à quel âge? 4 ans, on revient. 3 ans. Bon, d'accord, on revient. Je réponds à cette question tout à l'heure. On revient parce qu'on voudrait aussi avoir l'opinion publique, l'homme de la rue, ce qu'il pense puisqu'on leur a posé la question de savoir, la question c'était, est-il bon pour un enfant de sauter une classe? C'est la question que nous avons posée à l'homme de la rue. À tout de suite. Non, je ne pense pas. Justement parce qu'on ne sait pas si le niveau de l'enfant est vraiment qualifiable pour qu'il puisse passer au niveau supérieur. Non, c'est pas évident pour qu'un enfant saute une classe. Puisqu'en sautant une classe, ça peut lui rattraper à un niveau supérieur. Vous voyez l'exemple, un enfant qui n'a pas fait un bon cil, même au niveau de l'université, le BA peut lui rattraper dans certaines matières avancées. En fait, ça dépend. Pour moi, si l'enfant vraiment a assez de connaissances, c'est normal que l'enfant puisse sauter des classes, puisqu'il y a des enfants, on les appelle beaucoup plus les enfants surdoués. Donc ils ont vraiment un bagage intellectuel et autres. Bon, pour moi, si l'enfant est totalement intelligent, quand cela ne tient, l'enfant puisse sauter une classe pour le club pour pouvoir évoluer. Puisque la majorité des grands écrivains, des gens qui ont assez de connaissances et autres, beaucoup n'ont pas repris des salles, beaucoup ont eu à sauter des classes. Bon, pour moi, je suis d'avis, si l'enfant est tellement intelligent, de sauter la classe. Non, on va d'abord sauter la classe. Pourquoi? Quand d'abord il n'y a pas le travail. Ça ne sert à rien de pousser l'enfant et que l'enfant ait les longs diplômes et puis après il n'y a pas de suite. Donc on laisse l'enfant continuer son école normalement. Un enfant qui est intelligent à l'école ne doit pas sauter une classe. Il doit suivre son cursus normal. Parce que ce n'est pas en avançant rapidement et vite finir l'école qu'on doit peut-être rapidement trouver du travail. Parce que même si à 18 ans, tu peux avoir la licence, tu ne seras pas au même niveau que celui qui aura peut-être la licence à 20 ans. Donc on ne doit pas sauter les classes selon moi. Non, il ne doit pas sauter la classe. Il ne doit pas sauter la classe. Parce que bon, en principe, quand il saute déjà la classe, bien sûr l'âge s'avance, mais il doit arriver devant étant petit, ce n'est pas bon.
il fallait poser les questions à qui aussi? À tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire? Aux étudiants, aux intellectuels. Pour le moment, on a un intellectuel sur le plateau qui est là pour ça. Bref, on dit donc, après cette descente sur la rue, chacun a donné son ressenti. Oui, chacun peut dire ce qu'il veut. Il y en a qui vont dire non, il y en a qui vont dire mais moi je ne vais pas répondre sur le ressenti ou sur l'émotion. Moi je vous réponds à partir des éléments scientifiques qui vont avec. Est-ce que et le thème est bien intitulé saut périlleux ou saut qualitatif? Quand est-ce que le saut est qualitatif? Quand est-ce que le saut est périlleux? Alors, on dit que c'est qualitatif. Quand on dit que c'est qualitatif, ça dit que c'est bon. À quel moment c'est bon de sauter une classe? On dit lorsqu'un enfant a un bagage, n'est-ce pas, cognitif qui est déjà au-dessus de la classe où il se trouve, il y a le risque qu'il s'ennuie et là, il est nécessaire de faire qu'il saute de la classe. Ce saut est qualitatif. Bien. Mais lorsque ça devient une affaire de snobisme ou sans que ces conditions intellectuelles, pédagogiques soient remplies et qu'on fait sauter une classe à un enfant simplement parce qu'on veut donner une impression autour de lui, eh bien ce saut devient périlleux parce qu'il y a des risques réels pour l'enfant plus tard de se retrouver coincé. Un parent là, si bien dit, il n'a pas des fondamentaux. Lui là dit à ce terme, il dit s'il n'a pas les fondamentaux qu'il faut et qu'il se retrouve dans une classe supérieure avec un blocage assuré. Donc chacun peut donner son opinion, mais les éléments scientifiques, c'est le substrat cognitif, les dispositions mentales et intellectuelles, l'environnement, tout cela font partie des éléments déterminants, n'est-ce pas, pour donner le niveau réel d'un apprenant. Ceux qui posent la question, ça sert à quoi de faire sauter les classes aux enfants, alors qu'au Cameroun, si tu n'as pas 35 ans, on ne peut pas te confier un juste de responsabilité. Oui. Ce problème est un parent également l'a évoqué tout à l'heure. Effectivement, à quoi sert l'école? Parce que c'est en fait le problème qu'il faudrait se poser. À quoi sert l'école et à quoi sert-il de courir si au fond, l'école a un certain nombre d'objectifs. C'est d'abord pour former l'individu sur le plan intellectuel, c'est-à-dire que l'individu soit possesseur d'un ensemble de connaissances. Et ces connaissances doivent lui permettre de résoudre les problèmes dans la société, c'est-à-dire la possibilité de s'insérer dans la société et de jouer un rôle au sein de cette société. Alors le fait, par exemple, qu'il ne trouve pas le travail comme certains le disent, ou que ce soit difficile, en fait, font que quelque part on a une certaine appréhension, on dit ça ne sert à rien de courir. Mais est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas du travail au bout de la chaîne qu'en réalité il faut donc que chaque enfant fasse du surplace? Tant à faire, ça veut dire qu'on ne devrait même plus aller du tout à l'école. Non. Il y a pour l'école la possibilité d'intégrer la société, de jouer un rôle, mais il y a également que l'intellectuel, c'est-à-dire que celui qui est dit intellectuel, c'est celui qui, après avoir assis cet ensemble de connaissances, est capable de créer. C'est-à-dire qu'arriver au bout de la chaîne, c'est celui qui va créer. Nous avons besoin de personnes intellectuelles qui font un cursus et qui, à la fin du cursus, ne sont pas là pour attendre d'être employés, mais qui sont capables de créer. Alors, si les enfants intelligents, lorsqu'il va arriver à ce niveau, il ne va pas se contenter de dire « Ok, j'attends ». Vous regardez des informations, vous allez au Burkina Faso, il y a un jeune qui fait des miracles. C'est-à-dire qu'après avoir fini, il a créé des objets dont l'utilité dans la société est déterminante. Ça se passe même ici chez nous. Au Cameroun, il y a des enfants qui créent, qui inventent, qui suscitent. Ça, c'est un autre débat vers lequel on devrait aller. Créer un environnement pour permettre aux enfants d'intégrer la société et de faire valoir ce qu'ils ont appris à l'école. Ça, c'est un débat qui est normal, qui est réel. Mais on ne peut pas l'adosser sur l'idée qu'il faille empêcher des génies d'une éclosion réelle, qui fera d'ailleurs la force de notre société. Qui est-ce qui ira
NASA, c'est qui va aller? C'est ces génies qui vont aller. Pourquoi les Camerounais? Il y en a déjà. On a Camerounais, oui, les grands mathématiciens, effectivement, comme Ogbelen, sont des génies qui ont été faits. On ne peut pas dire qu'ils n'ont été rien pour la société. Voilà. C'est difficile, actuellement, le contexte est difficile, mais l'école a son rôle à jouer et ce rôle doit être bien joué. C'est lui de former des personnes susceptibles d'apporter pour la société, d'intégrer et d'apporter beaucoup à la société. Okay. No, it's about his question. C'est à deux volets. À quel âge est-ce que l'enfant doit commencer l'école au Cameroun? Parce que les parents font n'importe quoi. Et une autre question que j'ai oublié de poser tout à l'heure, à quel âge est-ce qu'on doit faire le test à l'enfant? Parce que tout à l'heure, quand on parle de test, à quel âge exactement est-ce qu'on peut dire qu'on fait un test à l'enfant? Bien. Pour commencer par la dernière question, à quel âge il faut faire le test? Il n'y a pas un âge précis pour lequel on fait le test. Le test en lui est adapté à l'âge de l'enfant et au niveau de l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant qui a la CIL, on peut déjà lui passer un test. Okay. Un test de quotient intellectuel pour savoir et les épreuves qu'il a, c'est les épreuves pour le niveau de 6e ou de CM qu'il a, c'est le niveau de l'âge qu'il a également mis ensemble. Donc il y a un test pour un quotient intellectuel qui va avec lui. Donc à tout âge, vous pouvez savoir quel est le quotient intellectuel. Je vous rappelle que le quotient intellectuel ne doit pas être l'élément objectif qui va vous faire dire que l'enfant est sage et intelligent. C'est un indicateur, un simple indicateur du niveau d'intelligence de votre enfant. Et parfois pour beaucoup plus enlever le doute lorsque vous avez quelques doutes vis-à-vis de votre enfant. Bon, c'est un simple indicateur. Okay. Voilà, donc n'allez pas là faire un test, faire un test à un enfant quand le psychotechnicien va vous dire, le psycho-opérateur va vous dire que votre enfant n'est pas très intelligent. Vous allez dire, ah, moi je suis puis vous allez le mettre. Non, pas du tout, c'est un simple indicateur. Alors, à quel âge est-ce qu'il faut que l'enfant aille, à quel âge au Cameroun l'enfant doit-il aller à l'école? Sur le plan de la science, le développement psychomoteur et affectif de l'enfant fait que entre 3 et 5 ans, l'enfant passe ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe. Il subit un élément fondamental qui est appelé la triangulation oedipienne. C'est-à-dire que le complexe d'Oedipe voudrait qu'à un moment donné, l'enfant soit beaucoup attaché à un de ses parents, soit à sa mère, soit à son père. Bien. Et du coup, ce complexe dit que c'est parce que en ce moment, l'enfant, si c'est un garçon, il est jaloux de son père et voudrait épouser sa mère. Ça, c'est le mythe tel que lui, il est raconté. Alors, au sortir de cette triangulation édipienne, c'est-à-dire au niveau, à partir entre 3 et 5 ans, alors, la première leçon que l'enfant retient, la première chose qu'il apprend réellement, c'est que ce qu'il ressent pour sa mère, prenons le cas d'un garçon, ce qu'il ressent pour sa mère, c'est interdit. Ça, il intègre ça au départ parce qu'on va le lui apprendre dans le cadre de la structure familiale. Donc, il a donc une charge affective énorme qu'il voulait investir sur sa mère, mais qu'il ne peut plus investir. Il faut réorienter cette charge affective vers quelque chose. Cette chose, c'est quoi? C'est l'école, c'est la cognition. Ça veut dire quoi? Il va plus ou moins être rattaché à son maître ou sa maîtresse qui vont lui apprendre un certain nombre de choses. Et là, du coup, cet âge est approprié pour que l'enfant aille à l'école. Cet âge est approprié pour que l'enfant aille à l'école. Ça se situe entre 3 et 5 ans. Wow. Alors, mais il y en a qui peuvent. Il y a des enfants qui, à 3 ans exactement, il a déjà intégré il a déjà vécu, n'est-ce pas, cette situation édipienne, donc est déjà suffisamment prêt pour être réinvesti vers l'école. Quels sont les éléments objectifs qui vont le faire savoir aux parents? C'est la curiosité. C'est la curiosité. Vous avez un enfant qui a 2 ans et demi, 3 ans, vous pose énormément de questions. Il veut tout savoir, tout faire autour de lui. C'est un enfant suffisamment prêt pour aller à l'école. Il y en a qui, à 3-4 ans,
ne vous demandent rien. Ils vivent. Manger, pisse, ils dorment. Ils sont là. Essayez de patienter un peu et essayer de voir si plus tard il va revenir à cette situation. En tout cas, la curiosité, on appelle ça une forme de curiosité scientifique parce que la science, c'est ce qui va expliquer les choses. Donc, il y a une forme de curiosité scientifique. Papa, pourquoi ça et non ceci? Voilà. Maman, pourquoi l'autre parle comme ça? Est-ce qu'on dit ceci? Ça se passe comment? Pourquoi ça s'est attaché ainsi? Toutes ces questions qu'un enfant pose sont des questions en réalité qui viennent de sa curiosité et qui sont des indices suffisants pour savoir qu'il a dépassé le centre d'intérêt qui était sa maman, parce qu'un autre sera, au lieu de poser ces questions, vous allez le voir autour des seins de sa maman en train d'essayer de tripoter, de machin, des choses comme ça là. Donc cette différence, c'est pas difficile, mais ça demande que des parents soient assez attentifs. N'allez donc pas déclarer là-bas que mon enfant, il a déjà 3 ans, il doit déjà aller à l'école. Il peut avoir 3 ans. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt pour aller à l'école. Il peut avoir 2 ans et il est déjà prêt pour aller à l'école. Votre curiosité, vous, en tant que parent, vous permettra de savoir qu'il est vraiment prêt ou non pour aller à l'école. Wow. Il existe on n'a plus le temps, il existe quand même des établissements spécialisés pour les enfants intellectuellement précoces. N'est-ce pas là une façon de solutionner le risque de marginalisation que rencontrent les élèves lorsqu'ils sont scolarisés dans un système classique? Non, une école doit être totalement inclusive. C'est-à-dire que lorsqu'on prend une salle de classe, on doit trouver des enfants intelligents, très intelligents. On doit trouver également des cancres. C'est la situation normale d'une classe. Tout le monde peut être intelligent et c'est pourquoi on se bat un peu pour dire que certains établissements aujourd'hui, n'est-ce pas, vous font du 100% dans des examens. S'ils vous font des 100%, ce n'est pas des modèles en matière d'éducation. Et je vais vous dire, au risque de me faire tirer là-dessus, que lorsque ces enfants quittent de ces structures qui font des 100% au bac et tout cela, lorsqu'ils vont plus haut, vous constatez qu'ils n'ont pas été suffisamment préparés pour aborder une certaine concurrence intellectuelle à un niveau où ils ne vont pas être des enfants sélectionnés pour être là. Il faut faire très très attention à cela. Donc le fait de créer des structures exclusives pour des enfants surdoués n'est pas une solution pour eux. Ils doivent rester... En Europe, ça existe. Avec les cancres. Oui. Dans les pays développés, il y a des centres spécialisés pour les surdoués. Ils sont ensemble, ils se comprennent entre eux. Écoutez, dites-nous. Il faut bien comprendre les choses. Ne nous laissons pas embarquer par ce que l'on nous fait dire. Vous allez en France, ou je ne sais pas, n'importe où en Europe. Effectivement, il y a des structures pour surdoués. Mais ces enfants surdoués vont y aller en quittant des structures classiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, un enfant dit surdoué, il n'y a pas des écoles qui disent, OK, on a sélectionné les 10 forts pour là et on les a appelés. Non, il y a des enfants qui sont forts dans les écoles où ils sont. Et à partir de là, on crée des structures où ils vont entre eux essayer de mesurer l'intelligence, où ils vont aller recevoir des enseignements qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils font là-bas. Et toutes les sociétés ont des enfants comme ça. Ce n'est pas que on va créer une école, on va dire ici n'entre ici que les enfants surdoués. Ça n'existe pas, même en Europe, ça n'existe pas. Il y a des structures où on essaye de mettre à contribution, n'est-ce pas, le potentiel des enfants intelligents pour, par exemple, réfléchir. Quand on vous parle de NASA, à la NASA, ceux qui y vont, il n'y a pas une école, pour former des enfants qui vont aller à la NASA. Mais lorsqu'on sent que vous avez déjà un certain niveau, on vous prend et là-dessus, vous allez trouver des difficultés qui sont au-delà de l'enfant ou de l'apprenant moyen. Mais il faut déjà être dans une structure classique pour de temps en temps y aller. Non, l'école aujourd'hui est inclusive, c'est les faibles, les très faibles, les cancres, les forts, les très forts, les génies qui doivent être mis ensemble. Voilà. Merci monsieur Sommo de nous avoir encore édifié ce matin. C'était assez intéressant, on ne parlera pas de tout. Bon, pour plus de, si vous avez besoin de réponses encore à vos questions, vous n'avez qu'à écrire à monsieur Sommo. Hein, je crois qu'il est sur les réseaux sociaux aussi.
je suis sur les réseaux sociaux, oui, mais moi, si quelqu'un veut me saisir, ou enfin, veut me contacter, veut entrer en contact avec moi, il passe par vous. D'accord. Dans les réseaux sociaux, on s'amuse. J'aime bien m'amuser dans les réseaux. Mais monsieur Somo, vous devez être à la NASA. Parce que vous êtes prêt, hein, monsieur Somo. En tout cas, je dis que merci beaucoup. Merci à tonton Calvino. Tu peux dire des mots. Le réalisateur dit c'est bon. D'accord, ça va, vous avez la chance. Merci Cathy. Et demain, c'est un autre jour. Retrouvons-nous demain. Ce sera jeudi spirituel. Ciao. Dieu vous bénisse.